Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, pour cette thématique qui sera consacrée à l'humanisme en crise et pour laquelle nous recevons Francis Wolff. Francis Wolff, bonjour. Quand je dis nous, c'est Nicole Nesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, David Jayes, essayiste et entrepreneur dans la communication, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Francis Wolff, vous êtes philosophe, professeur émérite à l'École normale supérieure. Et qu'est-ce que philosopher est une question que vous n'avez pas manqué de poser. Qu'est-ce que philosopher? Chanter comme un castrat du XVIIIe siècle, dites-vous, avec une voix d'enfant et une technique d'adulte. Ainsi, votre œuvre est-elle construite autour des interrogations de l'enfance? Qu'est-ce que? Pourquoi? Et des réponses rigoureuses de la raison philosophique. En reprenant la métaphore de Descartes, vous comparez votre philosophie à un arbre dont les racines seraient votre ontologie, le tronc votre anthropologie, et les branches votre éthique, votre politique et votre esthétique. Filons cette métaphore, nous vous invitons, afin d'interroger la branche politique de votre arbre, le plaidoyer pour l'universel que vous avez publié en 2019 et dans lequel vous cherchiez à refonder une idée en crise aujourd'hui, l'humanisme. Cette branche repose sur votre tronc anthropologique. Qu'est-ce que l'homme? Ou plutôt, qu'est-ce qui est propre à l'homme? Pour vous, ça n'est ni la raison ni le langage, mais leur union indissociable que vous appelez la raison dialogique. Cette définition vous permet de fonder en raison une éthique humaniste universelle qui repose sur le principe de réciprocité et dont la traduction politique est l'idéal démocratique avec son accomplissement à l'échelle de l'humanité, l'idéal cosmopolitique. Si ces considérations peuvent sembler abstraites, elles sont en réalité très concrètes, en particulier lorsque vous les utilisez comme critères d'évaluation des valeurs. Vous montrez que sont anti-humanistes toutes valeurs fondées sur l'inégalité a priori des humains, comme le racisme ou le nationalisme, ainsi que toute application du principe d'égalité qui trahit le principe de réciprocité, comme l'antispécisme. Pour ce qui est de la guerre au Proche-Orient, fidèle à ce principe de réciprocité, vous espérez que, je vous cite, chaque peuple surmonte un instant sa propre souffrance pour percevoir le peuple ennemi, usurpateur ou assassin comme susceptible de souffrir lui aussi. Et vous défendez la seule solution raisonnable et universelle, celle des deux États dans des frontières sûres et reconnues par la communauté internationale. Ceci n'est pas contradictoire avec votre utopie cosmopolitique, d'abord parce qu'il s'agit moins d'un but, ce que vous appelez une utopie en acte, que d'un idéal régulateur. Ensuite, parce que cet idéal cosmopolitique ressemble davantage à une confédération mondiale de fédérations régionales démocratiques. En 2018, dans une recension de votre ouvrage « 3 utopies contemporaines » qu'il avait faite pour la Fondation Jean Jaurès, David Jayes avait pointé les risques de dépolitisation que comporte un tel projet et défendait plutôt des États-nations ouverts sur le monde. Comme David, Nicole Nesotto et Lionel Zinsou ne vont pas manquer de questions à vous poser, mais avant de les laisser vous interroger et les laisser user de leur raison dialogique, pourriez-vous revenir sur ce concept fondamental, puisque c'est à partir de cette définition de l'homme que s'articule toute votre réflexion sur l'humanisme. Francis Wolff. Alors merci de cette introduction dans laquelle je me retrouve pleinement et qui résume les traits essentiels de mon travail depuis quelques années. Qu'est-ce que la raison dialogique, me demandez-vous, mais vous me le demandez en utilisant vous-même votre raison dialogique, puisque nous sommes en train de la pratiquer en acte, cette raison dialogique. La raison dialogique, je l'oppose d'une part à toute absence de raison et d'autre part à une autre raison qui est la raison monologique, disons. Voilà. La raison monologique, c'est celle qui est à l'œuvre dans, par exemple, le travail d'investigation scientifique, dans la démonstration mathématique, dans lesquelles nous inférons des conséquences à partir de principes, par exemple, en utilisant en effet l'outil de la rationalité. La rationalité dialogique, c'est celle qui est mise en œuvre dans le dialogue, comme son nom l'indique, et qui, me semble-t-il,
Dans les travaux que j'ai faits sur la philosophie grecque et sur la science grecque, est à l'origine même de l'idée même de raison. C'est-à-dire que elle a plusieurs formes dans l'Antiquité. Elle a pris la forme de la rhétorique, qui était l'instrument essentiel de la démocratie. Elle a pris forme dans la dialectique, c'est-à-dire dans le dialogue raisonné que pratiquaient les philosophes grecs entre eux et dont témoignent par exemple les dialogues de Platon. Et elle a pris forme aussi dans la démonstration, parce que la démonstration mathématique que nous prenons, nous, pour un exercice solitaire, était en fait un jeu entre le professeur et l'élève ignorant et le professeur tout savant. Donc je pense que c'est la forme originelle de la raison, celle qui fait que nous autres hommes, lorsque nous nous interrogeons en commun, nous utilisons nécessairement notre raison dialogique. J'ajoute un point essentiel. J'ai dit que c'était une manière proprement humaine d'utiliser le langage. En effet, toutes les autres formes toutes les autres manières dont nous utilisons le langage sont partagées par d'autres espèces, si je puis dire, que l'humanité. Ce qu'on a appelé les fonctions du langage, si je donne un ordre, c'est une fonction du langage. Si je me mets à draguer ou à séduire quelqu'un, c'est une fonction du langage. Mais il y en a une seule qui est proprement humaine dans ces fonctions, c'est celle dans laquelle je raisonne avec l'autre et dans laquelle j'ai la possibilité non seulement d'approuver ce qui m'est dit, mais de dire non. La capacité à nier, affirmer et nier est proprement humaine, et c'est là que je vois la spécificité de cette espèce. Nicole Nisotto. Oui, moi, ce qui m'a frappé dans vos écrits, ce sont des coïncidences assez insoupçonnées, je l'avoue, pour moi, entre la philosophie très classique, telle que vous la pratiquez et l'écrivez, et les crises géopolitiques sur lesquelles j'ai une modeste petite expérience. Quand on regarde le monde, effectivement, on est inquiet de voir monter la critique des valeurs universelles, autrement dit la critique de l'Occident et des démocraties, puisque ce sont quand même les démocraties qui ont porté ce message universel. Et on a d'un côté la Chine qui nous oppose la valeur du relativisme culturel, la définition d'une démocratie à la chinoise, pourquoi pas des valeurs universelles chinoises. On a à l'inverse des pays du Sud qui nous reprochent notre hypocrisie selon laquelle l'universalisme dont on se targue n'est que la défense des intérêts nationalistes des plus puissants. Et on a aussi des mouvements identitaires un peu partout dans le monde, mais aussi en Occident, des revendications identitaires qui remettent en cause justement l'universalité des droits de l'homme et l'universalité prônée par l'Occident. Et donc, ma question est, et comment la philosophie peut-elle nous permettre de comprendre ce mouvement de contestation planétaire des valeurs universelles occidentales, et surtout, est-ce qu'elle nous permet d'y répondre? Merci de ces questions. Elles sont nombreuses en réalité parce que la première question est de savoir si les valeurs occidentales sont universelles, et réciproquement, c'est une autre question, si les valeurs universelles sont occidentales. En effet, je pense qu'il y a dans la contestation de l'Occident, on met dans le même sac la remise en question de l'Occident, pour des raisons qui sont certaines bonnes et d'autres moins bonnes, la remise en question des valeurs dites universelles. Mais cette assimilation-là me semble elle-même tout à fait discutable. Prenons un exemple extrêmement évident, lorsque les femmes iraniennes se révoltent au nom de Femme, vie, liberté, les mollahs disent valeur occidentale. Bon,
sont-elles porteuses des valeurs occidentales? La réponse est, me semble-t-il, qu'elles sont porteuses de valeurs universelles. Lorsque il s'est passé la même chose au moment de ce qu'on appelle les printemps arabes, n'est-ce pas, au début, enfin dans les années 2010, où la répression extrêmement féroce qui a pu s'abattre et dont le pire a été la répression syrienne, se sont faits au nom du fait qu'il fallait lutter pour défendre une culture contre l'Occident. Quand on regarde la guerre Ukraine-Russie, eh bien, nous avons l'idée que Poutine, enfin en tout cas défendu par Poutine, qu'il combat l'Occident et ses valeurs. Bon. Pouvons-nous... Donc, je veux dire, c'est un argument tellement souvent utilisé par les despotes du monde entier d'assimiler à l'Occident et de profiter, si je puis dire, de revendications portées souvent, compris par leur propre peuple, contre, en effet, ce qui est pour ces peuples liés à l'Occident. Je pense justement, par exemple, si on prend le cas de l'Iran, la révolution de 79, n'est-ce pas, elle a été portée par un peuple qui voyait dans la corruption du régime du Shah et dans les extraordinaires inégalités du régime des valeurs occidentales. Je me garde bien d'assimiler valeurs occidentales et valeurs universelles pour deux raisons. D'abord parce que on ne peut pas dire que l'Occident se montre au jour le jour porteur de valeurs universelles. On remonte à la guerre d'Irak. On peut très bien dire que, en effet, c'était une guerre pour défendre les intérêts américains ou défendre les intérêts de l'Occident au sens large, et que ça n'avait rien d'universel, puisque ça s'est fait finalement sans l'aval de l'ONU, si on considère que le droit international a quelques titres à l'universalité. D'autre part, en effet, je ne pense pas que les valeurs universelles soient uniquement des valeurs occidentales. Toute l'œuvre, par exemple, de l'économiste prix Nobel Amartya Sen, toute son œuvre a consisté à montrer que les valeurs qui passent pour être universelles ne sont pas l'apanage de l'Occident, qu'elles ont pu être portées à certaines époques en Afrique, elles ont pu être portées en Inde. Il donne énormément d'exemples sur lesquels on pourra revenir, de ces valeurs qui sont universelles et qui ne sont pas occidentales. La seule chose, nous allons évidemment sans doute revenir sur ce que sont ces valeurs universelles, mais je dirais simplement que ce qui fait que ces valeurs peuvent être définies comme universelles, c'est qu'elles sont la plupart du temps essentiellement formelles, qu'elles n'ont pas de contenu substantiel. Et que la confusion entre le contenu substantiel, par exemple culturel, religieux, etc., d'un côté, et les valeurs proprement formelles, j'en donne quelques-unes d'exemples, la laïcité en tant que valeur formelle, le droit du contradictoire, par exemple, sur le plan juridique, voilà quelque chose qui me semble universel. La rationalité argumentative, enfin, je peux en faire une liste assez longue. Ce sont des valeurs purement formelles et qui, par là même, peuvent devenir universelles, quel que soit le contenu substantiel des cultures qui le portent. Lionel Zinsou. Oui, monsieur le professeur. D'abord, moi, je voudrais exprimer ma gratitude parce que je trouve que pour penser les sujets géopolitiques, éthiques, contemporains, votre œuvre est vraiment un guide extraordinaire. En fait. Bon, merci. Donc, et je voudrais m'associer à ce que vous venez de dire sur les valeurs universelles. Je pense qu'il faut vraiment, Nicole, que les Occidentaux arrivent à se débarrasser de l'adjectif occidental en parlant de valeurs, parce que malheureusement il y a la mémoire. Donc aujourd'hui, quand le président Biden rassemble les démocrates dans un sommet, les
chercher dans les divers continents, il ne faut quand même pas oublier que la colonisation s'arrête il y a quelques dizaines d'années. La Namibie est indépendante depuis 1988, c'est hier. Il ne faut pas oublier que l'esclavage a été remplacé par le travail forcé, l'abolition du travail forcé, qui est quand même une nuance de l'esclavage. Elle n'est pas de 1848, elle est de la loi Houphouët-Boigny en France de 1946. Tout ça, c'est vraiment la mémoire de gens qui sont encore vivants. Donc il y a beaucoup de pays qui ne sont pas occidentaux et qui ont une mémoire exacte de la transgression de toutes les valeurs universelles par les puissances occidentales. Donc je crois que c'est important que les Occidentaux abolissent cet adjectif, franchement, et utilisent au fond tout le vocabulaire de l'universalité et celui de la alors, comme votre concept, c'est cosmopolitique. Et ça, je crois que c'est très important. Je crois même qu'il faudrait créer un mouvement associatif puissant sur ces aspects cosmopolitiques. Et c'est pas désespérant, parce que on peut commencer en disant, regardez la fragmentation du monde, regardez les nationalismes, regardez les réactions identitaires, regardez l'exaltation par l'extrême droite des frontières. Enfin, on peut aussi regarder l'Europe, avec malgré tout une abolition des frontières, qui est une construction historique intéressante, et qui n'est pas sans équivalent ailleurs que dans le monde occidental. On aurait pu, par exemple, dans un continent comme l'Afrique, passer son temps à faire la guerre pour changer les frontières dessinées à la règle par la conférence de Berlin en 1885, séparant les peuples, les cultures, les langues d'une façon complètement arbitraire. Et ça a donné beaucoup de conflits, et il reste des conflits importants. Il reste des nations qui n'ont pas de territoire, comme le peuple Peul, est un peu dans la même situation que le peuple kurde ou le peuple palestinien, etc. Alors, on aurait pu penser qu'on avait un avenir de conflits extraordinaires. Non, il se crée un cosmos un peu différent. Aujourd'hui, vous allez avoir un grand marché, le plus grand marché unique du monde, en supprimant, alors ça paraît technique et économique, à travers la zone de libre-échange continentale africaine, mais vous allez en fait dépasser les frontières, les abolir. On ne s'arrêtera plus à aucune frontière, ni les hommes, ni les marchandises. Ça fait longtemps que les animaux ne s'y arrêtent plus, si vous voulez. Donc, si vous voulez, il y a en Amérique latine, pour des raisons économiques probablement, avec le Mercosur, en Asie du Sud-Est, avec l'ASEAN, en Afrique, plutôt des dépassements et ce que vous appelez sans doute des fédérations ou des confédérations de fédérations régionales. C'est frappant combien des ensembles cohérents d'un point de vue économique, d'un point de vue du développement, du bien-être, du développement de la circulation de la culture, c'est quand même frappant combien on est en train de s'unir. Moi, j'étais à la COP28 et j'étais frappé quand même par le fait que c'est désormais des ensembles qui parlent. L'Afrique, qui était totalement inaudible, avait une voix et elle est évidemment très très concernée par les dégâts du changement climatique. Les pays du Golfe sont apparus, on pensait que ce serait un grand échec, la conférence de Dubaï, comme des contributeurs essentiels à la réflexion et au financement. Donc il y a beaucoup de regroupements. Il n'y a pas que la montée des nationalismes et de la fragmentation. Et je pense que vous nous aidez à penser les raisons pour lesquelles, en fait, c'est un long combat, mais au fond, c'est quand même un combat qui a des victoires. Francis Wolff. Alors merci de ces remarques qui vont en effet dans le sens d'un certain nombre de mes réflexions. Vous parlez de la COP 28 en liaison avec le cosmopolitisme. Ça me paraît être un excellent exemple. Le meilleur citoyen du monde que je connaisse, puisque cosmopolite veut dire citoyen du monde, c'est son origine grecque, cosmopolites, c'est le GIEC. C'est l'exemple type d'un citoyen du monde. Pourquoi ? Parce que nous avons affaire à un groupe de scientifiques de tous les pays qui,
en dehors de leur travail de recherche proprement scientifique, font des rapports sur l'état de la science, sur l'état des recherches destinées aux politiques. Nous avons ici un instrument extraordinaire d'utilisation de quelque chose qui ressemble à ce que j'appelle la raison dialogique, au service de quoi? Au service, de l'humanité comme telle. Indépendamment de toute frontière, indépendamment de toute culture, etc. Et qui ont une définition implicite de ce à quoi ils sont, au service de qui ils sont, qui est l'humanité présente et à venir. Ce qui est d'une certaine manière un des fondements de tout idéal utopique, c'est-à-dire penser à construire une humanité de l'avenir. Donc pour moi, les travaux des COP, dont on se plaît trop facilement à nier l'intérêt ou le manque de réalisme, est le travail cosmopolitique par excellence. Par ailleurs, vous faites remarquer en effet que dans la critique que je peux faire de l'État-nation, ce qui est mon objet principal, ce n'est pas du tout l'État, ce ne sont pas du tout les États, c'est les nations. Or, où, comment et depuis quand État et nation coïncident-ils? Si on regarde la planète, c'est un cas plutôt exceptionnel et plutôt récent, d'une coïncidence parfaite entre État et nation. Est-ce que il y a un État arabe? Est-ce qu'il y a, vous le remarquez, est-ce qu'il y a un État kurde? Est-ce qu'il y a... Donc, la coïncidence entre État et nation, c'est quelque chose dont a rêvé l'Europe au XIXe siècle et dont on voit que, justement, l'Europe est en train de sortir. Ce qui a fait, pour moi, la deuxième utopie cosmopolitique, enfin, sa réalisation, la première, j'ai pris comme exemple le GIEC, et le deuxième, je prendrai comme vous aussi la construction de l'Union européenne. C'est là où s'est installée le plus l'idée, certains diraient le mythe, de l'État-nation, c'est-à-dire en Europe, qu'on a voulu construire quelque chose d'absolument inédit, qui était, sur les ruines, en effet, d'une Europe détruite par 2 guerres mondiales, quelque chose qui ne ressemblait à rien, qui ne ressemble à rien parce que l'Union européenne c'est indéfinissable en termes politiques et qui était la construction d'un espace de post-national, transnational, etc. Tout ça est très extrêmement discutable et qui transcende les frontières et surtout qui allie différentes cultures, différentes langues, etc. Et donc tout ce sur quoi s'est fondée l'idée de nation, c'est-à-dire tantôt sur l'identité de langue, l'identité de religion, l'identité d'histoire, etc., a été transcendé au fond, dans cette bonne utopie qu'a été l'Europe, comme il y a une autre bonne utopie sur laquelle nous sommes en train de construire depuis quelques décennies, qui s'appelle la démocratie. Tout cela fait partie, à mon avis, du même mouvement d'ensemble, même si l'heure aujourd'hui est plutôt sombre, je crois qu'à une échelle un peu plus élevée, il y a des progrès qui vont dans le sens que vous disiez. David Jays. Bon, d'abord, je suis très content de retrouver Francis parce que j'appartiens à une génération d'élèves en sciences humaines de la rue d'Ulm qui ont été marqués par 2 professeurs, je pense. Daniel Cohen en économie, auquel je pense chaque jour, et Francis en philosophie, et je crois pouvoir parler au nom d'un certain nombre de camarades. Nous avons le souvenir de ces cours sur Aristote ou sur la métaphysique qui nous ont beaucoup structurés intellectuellement, et pour ça, je voulais exprimer ma gratitude. J'avais 2 faisceaux de remarques. Le premier, c'est sur la raison dialogique, sur laquelle Philippe a ouvert l'émission. Je vais poser une question volontairement provocatrice. Lorsque la philosophie a été confrontée à la révolution copernicienne, lorsqu'elle a été tirée, comme l'écrit Kant, de son sommeil dogmatique, on pourrait tout à fait soutenir qu'elle a été
en partie dans sa tâche de connaissance destituée par les sciences, et en particulier les sciences expérimentales qui prennent leur essor à partir du XVIIe siècle. Certains sociologues des sciences, comme Marc Joly, soutiennent qu'à partir de cette déstabilisation originaire, la philosophie n'a cessé de régresser vers un être toujours plus mythifié, toujours plus lointain, pour essayer de se relégitimer face aux sciences expérimentales dont l'essor était irrésistible. Est-ce que nous ne sommes pas confrontés à un choc de la même ampleur avec la révolution de l'intelligence artificielle qui tend tout de même à nous démontrer que presque tout est langage et qu'il y a, en tout cas c'est très controversé et très débattu aujourd'hui, un ancrage relationnel et émotionnel très fort dans le langage, mais si cet ancrage relationnel et émotionnel est dans le langage lui-même, il peut faire l'objet de statistiques et il peut faire l'objet d'apprentissage par l'intelligence artificielle elle-même. Donc ne sommes-nous pas, je suis volontairement provocateur, cher Francis, mais en train, avec la raison dialogique, d'essayer de recréer un site de légitimité pour la pensée philosophique qui serait en dehors du langage pur, qui lui peut être épuisé par l'intelligence artificielle. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, sur la question de l'universalisme. D'abord, l'Europe, à partir de la Renaissance, le programme de l'Europe a quand même connu un certain succès, puisque il me semble, messieurs, que vous enterrez un peu vite la nation. Il n'y a jamais eu autant de nations dans le monde. Je rappelle qu'en 1945, il y a 40 nations. Et il y a essentiellement des empires, et des empires coloniaux. Aujourd'hui, il y en a 180. Le Sud-Soudan, le Timor oriental, le Kosovo sont des États-nations qui se sont créés, qui se sont affirmés, qui sont reconnus dans le système international récemment. Et jusqu'à preuve du contraire, l'Union européenne repose d'abord sur des traités conclus entre États-nations. Mais le capitalisme, la science et la technique, certains principes de raisonnement, tout ce programme de travail qui a été incubé quelque part entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, en Europe, est aujourd'hui une affaire universelle. Et il me semble que les non-occidentaux ne reprochent pas tant à l'Occident d'avoir exporté ce programme de travail que ce qu'ils appellent le double discours, c'est-à-dire prendre prétexte ou prendre appui sur des principes ou des valeurs prétendument universelles pour, en réalité, ne faire qu'appliquer la loi du plus fort. Et ma question sur ce sujet est la suivante. Est-ce qu'il ne serait pas possible, pour dépasser la controverse entre universalisme et relativisme, de s'appuyer sur un concept que j'aime beaucoup, qui a été forgé par Michael Walzer, qui est l'universalisme de réitération, ou l'universalisme réitératif, qu'il a forgé dans un article, d'ailleurs très étrange, parce que inspiré de la théologie juive, puisque Dieu, dans la théologie juive, Dieu, en tant qu'universel, est inconnaissable, on ne peut que le connaître par approximation contextuelle. Et c'est tout le sens de l'alliance du peuple juif avec Dieu, c'est-à-dire à la fois c'est un arrimage très fort de l'universel et du singulier. Au fond, la situation qui est la nôtre aujourd'hui, n'est-elle pas celle-ci, c'est-à-dire, au fond, des principes universels qui sont inconnaissables par nature, mais qui sont voués à se décliner dans des contextes et donc dans des États-nations à chaque fois particuliers. Et c'était au fond le sens, puisque Philippe l'a cité dans son chapeau introductif, de l'article que j'avais écrit en réaction au très stimulant 3 utopies contemporaines de Francis, c'est-à-dire qu'il me semble que le cosmopolitisme ne s'oppose pas à l'existence d'États-nations, et ça n'est pas parce que la définition de la nation est bancale, qu'elle repose parfois sur des bases ethniques, parfois sur des bases linguistiques, parfois sur des bases de sécurité sociale, qu'elle ne désigne pas une volonté d'appartenance pour un groupe humain particulier au sein de l'humanité qui peut exercer par cette voie contextuelle les voies de l'universel. Francis Wolff. Bon, il y a beaucoup d'éléments dans ce que... Alors, je me permets de te tutoyer, David, étant donné ton introduction. Alors, oui, la philosophie n'a cessé de reculer depuis le XVIIe siècle, devant le progrès des sciences. Elle a perdu un à un tous ces objets, j'allais dire, traditionnels qui lui étaient propres.
C'est d'ailleurs mon point de départ dans mon dernier livre sur le temps. Le temps, c'est tout à fait typique de quelque chose qui jusqu'au XVIIe siècle, d'un objet qui jusqu'au XVIIe siècle était l'apanage des philosophes, qui la plupart du temps étaient aussi d'ailleurs des physiciens, et qui, à partir de Galilée, puis Newton, et évidemment Einstein et la suite, a été repris par les physiciens exclusivement, en sorte que les philosophes, progressivement, se sont retranchés derrière leur précaré, au tel point que depuis le début du XXe siècle, ils s'estiment titulaires du dernier précaré sur le temps, qui est le temps de la conscience, qu'on appelle la temporalité. Alors l'ennui, la mémoire, l'anticipation, toutes ces questions qui ne sont pas évidemment celles du temps, mais celles des effets de la mémoire. Alors ça, oui, d'accord. Alors, cela étant dit, est-ce qu'il y a... tu en viens à dire, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui une deuxième révolution qui serait comparable à celle qui s'est passée au moment de Descartes et Galilée, qui serait celle de l'intelligence artificielle? Alors là, j'avoue que je ne comprends pas l'analogie. Je ne comprends pas l'analogie parce que ce qui s'est passé avec la révolution scientifique du XVIIe siècle, c'est une révolution dans le rapport entre concept et théorie d'un côté et expérimentation. L'intelligence artificielle, que je sache, c'est essentiellement un outil technologique dont on peut critiquer certains effets ou certaines conséquences, mais dont je ne vois pas en quoi il change fondamentalement le rapport entre l'homme et le monde, l'homme et la nature. Alors peut-être, est-ce qu'il change? C'est un autre aspect de ce que tu as dit. Est-ce que l'intelligence artificielle, cette révolution technologique, j'attends de voir, n'est-ce pas, en quoi c'est plus une révolution que la révolution numérique ou la révolution Internet, enfin voilà. Sinon peut-être dans certains de ces usages quotidiens par le grand public, puisque la même intelligence artificielle, elle est utilisée depuis des dizaines d'années à l'échelle des grands laboratoires, etc. Je ne vois pas ce qui justifie cette analogie, si ce n'est peut-être pour critiquer, c'était le dernier point de ton premier point, si je puis dire, l'idée de raison dialogique. Or, en effet, un des risques, et là je suis d'accord, de l'intelligence artificielle, c'est en ce sens qu'elle mime le dialogue. C'est qu'elle mime un raisonnement en présence ou avec l'autre. Ce qui compte dans la raison dialogique, ce n'est pas le raisonnement lui-même. Ce qui compte, c'est évidemment la capacité de dire oui ou non. C'est la capacité à s'entendre avec l'autre sur ce dont on parle pour pouvoir éventuellement être en désaccord sur ce qu'on en dit. Or, je ne vois pas comment ces deux exigences, qui sont d'une certaine manière des exigences contraires, contradictoires, se mettre d'accord sur ce dont on parle afin éventuellement d'être en désaccord sur ce qu'on en dit, qui sont, je le répète, les deux exigences de la raison dialogique, elles sont ni l'une ni l'autre, n'est-ce pas, mises en œuvre par la raison dialogique. Dans le meilleur des cas, je dirais que c'est une excroissance pathologique de la raison monologique, pour moi, les usages de l'intelligence artificielle. Alors sur le deuxième point, très rapidement, il y a un livre assez récent de Maurice Godulier que j'ai trouvé très intéressant sur justement peut-on se moderniser sans s'occidentaliser. En gros, c'est son thème. Et c'est au fond la question que tu poses, en tout cas telle que je l'entends. C'est-à-dire que si on voit en effet qu'à certains moments, certes, l'exemple type étant le Japon, a eu besoin de se moderniser en s'occidentaliser, mais en restant
totalement japonais dans leur culture. Bon, alors qu'est-ce que ça voulait dire s'occidentaliser? Godelier répond, je ne répondrai pas tout à fait la même chose, s'occidentaliser, c'est faire du business, le capitalisme, c'est la religion catholique et c'est la démocratie. Bon, c'est la religion chrétienne, disons, et c'est la démocratie. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces trois critères, mais en tout cas, il dit que c'est comme ça que ça a été vécu dans un grand nombre de pays. Alors, oui, d'une certaine manière, à un certain moment, le développement du capitalisme a été d'abord une affaire anglaise, etc., puis européenne, et qui a dû s'exporter, et que un certain nombre de pays ont dû importer pour se moderniser. Est-ce que c'est par là même que ça a été porteur des valeurs occidentales? Je ne le pense pas. Si on revient à ce que j'ai dit au début sur les valeurs occidentales, sur les valeurs universelles, qui ne sont pas nécessairement occidentales, ce sont des valeurs essentiellement formelles et qui donc n'ont pas de contenu culturel ou substantiel propre. Je l'ai dit tout à l'heure, vous définissez comme anti-humaniste les valeurs qui sont fondées sur l'inégalité, a priori, entre les humains. Vous parlez du racisme, vous parlez du nationalisme. Est-ce qu'on pourrait, dans le prolongement de votre pensée, est-ce qu'on pourrait ajouter quelque chose que j'appellerais l'idéologisme, c'est-à-dire la prétention à savoir où la marche de l'histoire doit nous conduire et à faire en sorte que chacun se conforme à cette idée. Et du coup, est-ce qu'au cosmopolitisme, qui est au fond pour vous le moyen de l'avènement de cet humanisme, il ne faudrait pas ajouter quelque chose que j'appellerais l'opportunisme, dans le sens terme aujourd'hui fréquemment utilisé, c'est-à-dire les fenêtres d'opportunité, dans le sens de ce parti qui est, avant le parti radical, le parti opportuniste, qui prétendait s'éloigner le plus possible des représentations toutes faites, donc des idéologies, et saisir toutes les occasions d'arriver à, en l'occurrence, l'humanisme. Alors, il y a un passage, puisque vous avez cité ce livre, dans 3 utopies contemporaines, où j'explique en quoi nous avons, au XXe siècle, souffert de l'idée d'utopie, enfin, de la volonté à tout prix de réaliser des utopies. Et je distingue, alors, c'est là où je rejoins votre concept d'idéologie, je distingue les 2 grandes utopies qui ont traversé le XXe siècle. L'utopie du bien absolu comme étant l'égal et l'utopie du bien absolu comme étant le pur. Les utopies de la pureté, ou les idéologies de la pureté, et les idéologies de l'égal. Évidemment, ça ne signifie pas que lutter contre les inégalités, c'est forcément tomber dans l'idéologie de l'égalité absolue, mais ça a été les 2 grandes utopies et en même temps les 2 grandes idéologies qui ont traversé le XXe siècle et dont, d'une certaine manière, eh bien, en sommes-nous sortis? En tout cas, nous ne sommes pas sortis de l'idéologie de la pureté. Ce qui nous guette, c'est évidemment ce qui monte aujourd'hui, depuis quelques années, ce qui monte aujourd'hui partout dans le monde, et aussi bien en Europe, en France même, c'est les idéologies de la pureté, quelle qu'elle soit, pureté nationale, pureté religieuse, pureté de la race, et donc l'idée qu'il y aurait à se méfier de tout ce qui corrompt, de tout ce qui est impur, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan national. Voilà, donc je crois que, si je puis dire, l'idéologie de l'égal est en train, de s'effondrer, et d'une certaine manière, c'est tant mieux, si ce n'est que si on ne garde que son caractère idéologique, mais que l'idéologie de la pureté, elle, hélas, n'a pas dit son dernier mot. Nicole Nisotto. Oui, une question qui est d'abord très courte. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a des phénomènes de
perversion interne de la raison dialogique. Je prends l'exemple du wokisme, qui part de quelque chose, d'une revendication de défense des minorités au nom d'un universel, d'égalité de race, de genre, de tout ce qu'on veut, et qui finalement, par un mécanisme que je ne comprends pas et sur lequel j'aimerais bien que vous m'éclairiez, arrive à exactement l'inverse, qui est une philosophie excessive, anti-occidentale, anti-universelle, même si les deux mots ne sont pas synonymes. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un mystère. Comment on est passé d'une prétention à l'universel à un discours contre l'universel, mais je vois que Philippe dit que pour l'instant, ça suffit. Donc je Francis Wolff. votre réponse. Alors, wokisme. Je pense qu'on peut parler à bon droit de wokisme à propos de ce qui se passe sur les campus américains. Exactement. Je ne pense pas qu'on puisse parler de wokisme en France, même si une partie de l'opinion de droite ou d'extrême droite essaye de mettre en garde contre les dangers progressifs du wokisme. Ce qui existe réellement dans une partie importante de la gauche intellectuelle, mondiale et particulièrement en France, mais plus particulièrement en France, c'est quelque chose que j'appelle les théories de la domination. Et les théories de la domination, elles ont deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'elles peuvent se décliner sur tout un tas de sujets tout à fait différents. Elles sont et la deuxième caractéristique, c'est qu'elles sont un héritage tout à fait, non reconnu de certains traits du marxisme traditionnel. C'est-à-dire la vision marxiste traditionnelle de l'antagonisme de classe, dont on a pu faire la généalogie dans l'antagonisme des races, etc. C'est-à-dire que toute société est structurée par une espèce de guerre entre deux classes sociales, d'antagonisme irréductible avec leurs idéologies respectives. Cet antagonisme, on va pouvoir le décliner sur tout un tas d'autres objets qui vont être toujours structurés de la même façon. Il y a des victimes, donc il y a des dominés, et il y a des dominés, donc il y a des dominants. Et vous pouvez le retrouver aussi bien dans certains aspects des luttes féministes, dans certains aspects des luttes dites décoloniales, dans certains aspects des luttes contre le racisme, etc., etc. Ça, c'est la forme, je dirais, proprement française du wokisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a en France, ce qu'il n'y a pas aux États-Unis, une très forte tradition intellectuelle du marxisme, qui n'existait pas ou qui existait peu aux États-Unis. Et aux États-Unis, on parle toujours de Derrida, Foucault, etc., et presque jamais de quelqu'un qui a eu une importance considérable dans la sociologie française, qui est évidemment Bourdieu. Et Bourdieu, c'est un passage extrêmement important du point de vue de l'histoire de la sociologie et aussi de la manière dont on conçoit les luttes avec un certain nombre de ces notions, comme celle de Champ. Il va exporter un certain nombre de concepts marxistes hors de la sphère économique et sociale pour les penser d'une manière générale en termes de domination et donc en termes de dominant-dominé. Et vous pouvez le retrouver même, y compris dans les luttes pour dans les luttes des trans, par exemple, aujourd'hui, on va retrouver, il y a des gens qui sont victimes, sans doute, donc ils sont dominés, et donc il faut retrouver une structure de domination. Et la vision générale de la société est celle où, en lieu et place de l'économique et du social, on doit retrouver. Le problème, c'est que ça peut en effet monter les revendications identitaires, là où, en effet, elles sont l'héritage, comme vous le signalez, des luttes de revendication à l'égalité. Elles vont faire naître des revendications identitaires et elles vont créer parfois d'une façon effet pervers, comme on dit, avec des termes comme ceux de racisé, etc. Elles vont créer du racialisme là
où on pensait encore pouvoir lutter contre les dernières formes de racisme. David Jays. Alors très rapidement, deux choses. Peut-être pour défendre mon analogie, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le kantisme, c'est la disqualification de la philosophie dans sa prétention à connaître des objets qui ne sont pas situés dans le champ de l'expérience, Dieu, le monde, la liberté, etc. Il me semble que ce n'est pas l'intelligence artificielle en tant que révolution cognitive ou technologique en tant que telle, mais c'est plutôt en tant que révélation, ce qu'elle révèle des pouvoirs du langage, à la fois comme système formel et comme réseau d'occurrence. Je trouve qu'il y a, y compris dans le super bouquin récent de Daniel Handler, Intelligence artificielle, intelligence humaine, une tentative, est-elle désespérée ou non, l'histoire nous le dira, d'aller chercher en dehors de ce réseau formel des raisons, finalement, de tenir d'autres discours que celui que peuvent utiliser, que peut épuiser l'intelligence artificielle. C'est plutôt ça que je voulais dire, c'est chercher un ancrage en dehors du langage, dans les situations, dans les émotions, dans les relations, alors même que l'on découvre jour après jour que le langage est capable d'enracinement émotionnel, situationnel et relationnel. Mais bon, ça nous amènerait dans des discussions interminables. Moi, j'avais une question plutôt sur ce que tu évoquais à l'instant à propos des conflits. Effectivement, on peut dire que tout ce wokisme, c'est un peu la diffraction du marxisme qui a pour matrice l'idée que la société, c'est du 2 et pas du 1. C'est du conflit fondamental. C'est sa diffraction dans plein de champs, de sous-champs. Bon, toute la philosophie postmoderne française, c'est aussi ça. C'est de dire, au fond, tout est rapport de pouvoir, y compris au niveau le plus micro-local, au niveau symbolique. Enfin voilà, c'est une espèce... Finalement, c'est pas du tout une rupture avec le marxisme, c'est plutôt une diffraction, une généralisation et une amplification du marxisme. Je me demande s'il n'est pas possible... et là j'interroge aussi ton corpus philosophique, de trouver une voie qui permettrait d'entériner le fait que la société est traversée par des rapports de pouvoir. C'est évident. Dans le couple, on le voit tous les jours, qu'il y a quand même une domination masculine. On le voit dans les inégalités sociales, raciales. Ce sont des choses qui existent. Moi, ce que je reproche à ces courants de pensée, c'est plutôt leurs opérations de réconciliation ou les solutions qu'ils proposent. C'est-à-dire que ce sont des solutions qui reposent elles-mêmes sur le conflit, sur la lutte, sur le mouvement, et jamais sur la délibération, sur la loi. Et moi, je pense qu'il y a un corpus républicain à défendre qui consisterait à dire il ne faut pas être dans l'unanimisme et il ne faut pas nier la réalité de ces rapports de force qui traversent tous les étages de la société, mais il est possible de les surmonter par la délibération et la raison dialogique. Et c'est là que ta pensée me paraît d'un intérêt tout particulier et s'apparente peut-être sans le savoir au corpus républicain. Francis Wolff. Alors, c'est très très bien parce que nous sommes tout à fait d'accord, David. Et donc, je me réjouis de cet exercice de raison dialogique qui aboutit à un accord entre nous. Je ne sais pas si c'est entre nous cinq, mais en tout cas entre nous deux. Alors, oui, ce que l'on peut reprocher à cette vision de la société comme traversée par des antagonismes, c'est pas du tout qu'elle dénonce les inégalités, c'est que d'une certaine manière, alors voilà, elle essentialise ce qui est de l'ordre de la relation, c'est-à-dire qu'il y a des relations. Bourdieu lui-même était infiniment plus subtil, puisque il ne considérait pas que les dominations s'additionnaient, qu'elles avaient des champs distincts. Première chose, donc, c'est ce que je reproche à cette analyse, c'est qu'elle essentialise des différences et qu'elle essentialise des inégalités réelles. Bon, moyennant quoi une partie de la pensée de gauche pense, n'est-ce pas, qu'il faut dénoncer les problèmes qui peuvent exister en France de racisme, et je pense qu'il existe un racisme systémique, comme une partie de la gauche. Je pense qu'en effet, n'est-ce pas, quand on porte certains noms, il est plus difficile d'avoir un emploi, il est plus difficile d'accéder au marché du travail ou simplement d'avoir un logement. C'est absolument évident. Ça se prouve par testing, n'est-ce pas? Le racisme, c'est pas quelque chose de latitude, c'est quelque chose qui est latent et qui se prouve par testing. Donc, il existe
un racisme systémique, mais on ne le résout pas en disant que les gens sont racisés, parce que dans ce cas-là, on les enferme dans une essence dont ils veulent, la plupart du temps, sortir. Bon, ça c'est la première chose que l'on peut dire. Et la deuxième chose que l'on peut dire, c'est que le problème, c'est que ça ne nous fait pas une vision de la société, parce que ça ne s'additionne pas, parce que ça n'est pas structurel, parce que la domination masculine n'est pas liée au racisme de façon nécessaire. Elle n'est pas liée non plus à l'exploitation capitalisme. Le capitalisme s'accommode bien de tout cela. Il en profite, etc. Si demain, il lui faut être inclusif, il l'est déjà d'ailleurs, Disney et compagnie. Donc, ça n'est pas du tout le problème. Ça ne fait pas... Alors, maintenant, si on peut se mettre d'accord sur le fait que, oui, il peut y avoir un cadre à la fois de normes, de lois, si par exemple, il y a, comme je le suggère depuis le début, s'il y a de recours à l'universel, c'est forcément un universel que j'appelle formel. Par exemple, la laïcité n'a aucun contenu particulier, c'est la simple possibilité de cohabitation des diverses religions. Enfin, c'est un jeu un peu plus subtil, puisque la laïcité, elle suppose trois acteurs, les individus, l'État et les religions. Bon, et c'est un équilibre assez subtil entre ces trois acteurs. Mais c'est toujours sur une base purement formelle, parce que, encore une fois, la raison dialogique n'a aucun contenu particulier. Elle est la simple possibilité de la délibération et, par conséquent, de l'entente et éventuellement d'un consensus. Lionel Zinsou. Oui, s'il n'y a pas dans votre œuvre sur le rejet de l'exaltation de l'État-nation, de ses frontières, de ses identités, etc., l'idée que dans les populismes, dans la reviviscence des nationalismes, il y a une volonté de substituer ce genre de discours aux inégalités sociales réelles. Et c'est essentiellement un travesti, une façon, au fond, de maintenir, de faire perdurer des inégalités sociales. Ça me paraît très intéressant, parce que ce n'est jamais évoqué quand on parle des populismes ou des nationalismes. Or, il y a en ce moment des tendances assez fortes, y compris en France, à l'exaltation de la frontière de l'identité chez les populistes et chez des gens qui, véritablement, ont une espèce d'hystérie de la nation et qui sont aux portes du pouvoir. Et qui s'alimentent d'absolument tous les débats sérieux pour nous installer dans quelque chose qui est une utopie qui sert à éloigner, à empêcher de résoudre des inégalités réelles. Alors, est-ce que je me trompe en pensant que c'est quand même une dénonciation qui serait utile à faire rentrer dans le débat public. Donc ça me paraît très fort. Et puis après, j'aurais une petite question sur il faudra qu'elle soit petite, les animaux. Car nous sommes entrés dans les dernières minutes de Parce que cette nous émission, avons parlé mais beaucoup nous des dirons hommes, un mot des animaux. Mais il y a un thème, Francis animal Wolff. qui est très important pour la définition de l'humanité. Alors, vous avez tout à fait raison. Et ce qui est vrai à l'échelle nationale est vrai encore plus à l'échelle internationale, n'est-ce pas ? Il est très facile de réveiller, comme on dit, la rue arabe. Voilà, là, ce qu'on appelle la rue arabe, alors même qu'on commence à faire des affaires au Maroc, en Arabie Saoudite, avec Israël. Voilà, on réveille très facilement un nationalisme de la rue arabe, un nationalisme qui évoque plutôt l'époque nassérienne d'ailleurs, même si elle se teinte de plus en plus des couleurs, hélas, du djihad. Et évidemment, pour faire oublier les véritables problèmes qu'affrontent les sociétés arabes, avec les problèmes que vous avez signalés, les problèmes sociaux considérables et les inégalités, le progrès de la pauvreté, etc. Donc c'est tout à fait vrai que le nationalisme, et au fond depuis sa naissance au XIXe siècle, a été le vecteur dans lequel on a enterré les inégalités sociales et les luttes sociales. C'est une manière de les convertir. Alors de ce point de vue-là, Marx avait bien vu les choses. Lionel Zinsou sur les animaux.
Oui, je suis assez frappé par l'importance que vous attachez à montrer qu'il n'y a pas de compromis. L'homme est radicalement quelque chose de différent de l'animal. Et vous pensez véritablement que le véganisme, la défense des droits des animaux, l'exaltation de la biodiversité comme étant fondamentale, ça menace l'humanité ? Non, dit en ces termes, je ne vois rien là de menaçant. J'y vois d'une certaine manière une mode qui a des aspects très sympathiques. Voilà. Alors, petite restriction, je ne mets pas la défense de la biodiversité dans le même sac que le véganisme ou l'antispécisme. Je pense en effet que l'idéologie antispéciste constitue une menace pour l'humanisme, en effet. Je pense en effet que, vous savez, bon, là, c'est une analogie que j'utilise souvent. Traditionnellement, on opposait d'un côté l'homme aux dieux, de l'autre côté aux animaux, et maintenant les deux frontières sont en train de s'écrouler. Bon, je pense que, en effet, c'est un symptôme plutôt qu'autre chose du fait que l'humanité se porte mal, qu'elle a du mal, que nous avons de plus en plus de mal, ou que peut-être les jeunes générations ont de plus en plus de mal à penser la spécificité de l'humanité. Donc, l'idée qui est au fond, qui s'est répandue, selon laquelle il n'y a pas de capacité, il n'y a pas d'aptitude, il n'y a pas de vertu ou qui ne soit déjà chez les animaux, me paraît quelque chose qui est menaçant, y compris, alors pas simplement sur le plan théorique, évidemment, mais y compris sur le plan pratique. Je prends l'exemple suivant. Je crois que dans les luttes écologiques aujourd'hui, on fait tout à fait fausse route en disant qu'il faut défendre le vivant. On fait tout à fait fausse route en disant qu'il faut défendre le vivant parce que, alors, j'ai publié récemment un article dans Philosophie Magazine assez long pour le montrer, que si on ne fait pas de hiérarchie entre les espèces vivantes et si on ne dit pas que ce qu'il faut défendre avant tout, c'est l'humanité à venir, n'est-ce pas ? Et si on met le vivant en général, on fait une erreur monumentale parce qu'on sait très bien que pour défendre la biosphère en tant que telle, il faudrait supprimer 90% des êtres humains. Voilà, c'est le meilleur moyen de défendre la biosphère. Supprimons, et il n'y a plus de problème de la biosphère. On supprime 90% des humains. Alors, est-ce que c'est cela qu'on veut ? Non. Et je dis, bon, alors vous dites que à terme, ça menace toutes les espèces. Non. Le changement climatique, il ne menace pas toutes les espèces. Parce qu'avec le changement climatique, certaines espèces vont disparaître, d'autres vont proliférer et d'autres vont apparaître. Qui est-ce qui va pâtir ? Est-ce que c'est les espèces qui vont disparaître ? Pas du tout, elles vont disparaître. Mais l'espèce humaine, elle anticipe sur ce qui va se passer. Et ce sont nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants qui vont en pâtir parce que l'humanité se projette aussi dans l'avenir. Et c'est donc l'humanité, en tant qu'elle continue et qu'elle continuera, qui, elle, est menacée, et seule est menacée par le changement climatique. Je vous remercie. Je trouve que c'est une excellente fin à cette émission pour laquelle je remercie Maximilien Radwanski, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, où on trouvera la référence à vos ouvrages, Olivier Magloire, qui lui veille aux questions qui tournent autour de nos plateformes de financement, Adrien Beccaria a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique et ses Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui la produisent. Merci aux uns, aux unes et aux autres.